Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'exo de colle, aujourd'hui numéro 146. Et pour ce numéro, je vous propose un très joli exercice de combinatoire lié à un résultat assez bien connu appelé le résultat d'Erdős-Zékeres. L'énoncé précis du jour est le suivant. Soit n, r et s des entiers naturels non nuls tels que n est plus grand strict à r fois s, on va considérer A1 jusqu'à AN une suite de n réels 2A2 distincts. On veut alors montrer que au moins une des deux assertions que vous voyez ici est vraie. Soit le fait qu'il existe une sous-suite strictement croissante d'au moins R plus un terme, ou alors qu'il existe une sous-suite strictement décroissante d'au moins S plus un terme. Et donc, comme je l'ai dit, cet exercice est en fait l'énoncé d'un gros théorème appelé le théorème d'Erdős-Zékeres. Ça s'écrit comme ça, si je ne fais pas de bêtises. Théorème de 1935, je crois, ou en tout cas dans les années 1930. Très joli résultat et qui est en lien avec pas mal de choses. Et notamment, je vais commencer par vous parler d'une interprétation géométrique. Mais avant vraiment cela, j'aimerais d'abord parler du niveau de cet exercice, comme je fais d'habitude. Cet exercice peut très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire. En effet, ça peut peut-être paraître étonnant, mais je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances, que ce soit dans tout type de mathématiques confondues, pour pouvoir prétendre être capable de résoudre cet exercice. Donc voilà, cet exercice est vraiment atteignable, même par des étudiants en terminale. Hein. Vraiment, je parle là d'un exercice qui est assez grand public. Vraiment assez grand public. Et c'est assez intriguant quand même comme résultat, de se dire, bah ok, si je prends un certain nombre de réels assez grands, eh bien je peux assurer des propriétés de stricte croissance ou stricte décroissance en prenant une sous-suite assez, avec la capacité de prendre une sous-suite assez grande quand même. Ok, alors je vais, comme je l'ai dit, commencer par vous parler d'une interprétation géométrique de ce résultat-là. Alors une interprétation géométrique de ce résultat serait le suivant. Disons que R égale S égale 4. Et je vais considérer 4, j'ai dit. Et je vais considérer, ou même je vais faire un truc un peu plus petit, je vais dire 3. Je vais considérer alors un ensemble de points dans le plan. Bon, à peu près, hein. Voilà, et puis je sais pas, on va dire lui là. Je considère un ensemble de points dans le plan. Et puis je me donne un repère, bien sûr, de x et de y. Eh bien, ce que dit ce résultat, c'est qu'on est capable de trouver un ensemble de points. Ici, l'ensemble de points, c'est au moins de 4 points, peu importe R et S hein, ici. Donc ça serait un ensemble de 4 points, de façon à ce que soit tous les segments qu'on va dessiner vont correspondre à vont être des morceaux d'une droite qui va être soit toutes de pente positive, soit toutes de pente négative. Alors si on devait faire le lien un petit peu plus précisément entre ce que je viens de dire et ce qui est écrit ici, en fait, il faut voir les points comme étant juste les indices associés à ma suite. Donc il faut vraiment voir ça comme, là j'ai A1, là j'ai 1 plutôt, là j'ai 1, là j'ai 2, bon, je l'ai peut-être un peu mal placé, mais c'est pas grave. Ça peut être égal, hein, c'est pas un problème pour le niveau des indices. 3, 4, 5. Oui, donc là, j'ai demandé 2 A2 distincts, mais en vrai, je pourrais aussi lever le fait que ce soit 2 A2 distincts. 5, là j'ai 6, là j'ai 7, 8, 9, 10, ok? Donc ça serait en effet les indices de AI en suivant l'ordre croissant de la coordonnée en X. Et si je regarde maintenant la coordonnée en Y, bah, la coordonnée en Y, ça me donne la valeur de A1. Donc là, par exemple, j'aurai A1, je ne vais peut-être pas tous les dessiner. Là, j'aurai A1, là, j'aurai A2, A3, etc., etc. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en effet, il existe un ensemble de 4 points dans ce dessin. Donc là, c'est vrai que les points, on arrive difficilement à les voir, donc je vais juste enlever quelques-uns des pointillés que j'ai dessinés. Hop. Je vais finir avec un doigt bien marqué. Alors j'ai effacé un point, je crois, au passage. Hop, voilà, tac. Et tac, voilà. Hop, donc ça c'est bon. Je vais même effacer les chiffres en bas juste pour ne pas être trop perturbé.
Donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en effet, il existe un sous-ensemble de 4 points, de façon à ce que toutes les pentes que l'on aura entre les segments qu'on pourra dessiner sur ces points-là, en suivant bien sûr l'ordre de la suite, eh bien, sont toutes positives ou alors sont toutes négatives. Donc là, bah, voilà un exemple de ensemble de points qui convient. Ça pourrait être cet ensemble. Alors ça, cet ensemble-là, ça ne marche pas d'ailleurs. C'est un très mauvais choix. Hop. J'étais tellement confiant à faire celui-là, mais ça marche pas. Tac, tac, tac. Alors, si je vais essayer de ne pas faire trop de bêtises, ça serait bien aussi. Donc là, celui-là ne marchait pas parce que ce segment-là est décroissant, enfin, ce segment-là est de pente négative et tous les autres sont de pente positive. Donc là, ça ne marche pas. C'est pour ça que cet ensemble-là ne fonctionnait pas. Mais j'imagine que cet ensemble-là, même si on a des pentes presque infinies, cet ensemble-là devrait convenir. Donc voilà, donc là, c'est un ensemble de 4 points tels que toutes les pentes sont strictement croissantes. Voilà, donc c'est assez joli comme résultat, en effet, d'un point de vue comme ça, géométrique. Et ça a des conséquences assez importantes. En fait, c'est en lien avec un autre résultat qui peut paraître assez étonnant, que j'aimerais citer. Donc c'est le résultat de Klein-Zekeres, donc le même Zekeres que dans Erdos-Zekeres, qui dit que si vous travaillez dans le plan et que vous choisissez 5 points un peu au hasard dans votre plan, bon, peu importe, disons ça, voilà. Donc si je choisis 5 points au hasard dans le plan, il existera toujours un ensemble de 4 points qui forment, si je dessine le quadrilatère correspondant, forment un quadrilatère convexe. Voilà, donc c'est en lien avec ce résultat-là. Ces deux résultats d'ailleurs apparaissent dans un même papier. Bon, bah, je trouve que c'est assez rigolo. Donc cette propriété-là est assez drôlement en lien avec cette propriété-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter d'intéressant par rapport à ce résultat-là? Alors ici, on va parler d'une preuve assez élémentaire de ce résultat. Mais il existe une autre preuve qui utilise, et ça c'est assez étonnant, RS. Qui utilise donc la correspondance via la correspondance de Robinson-Chensted. Ça peut paraître étonnant, mais en effet, il y a une autre preuve de ce résultat-là qui utilise ce dont je parle dans le coin recherche saison 3. Donc je me permets de le mentionner parce que je pense que c'est très cool de le mentionner, comme quoi, voilà, il y a des résultats comme celui-ci qui sont en lien avec de la combinatoire assez profonde. Et il y a encore un autre truc que je pourrais vous partager, mais je vais attendre de vous donner une résolution parce que si j'en parle maintenant, je risque, pour ceux qui connaissent un petit peu, de divulgacher la résolution de cet exercice. Donc c'est pour ça que je ne veux pas en parler tout de suite. Mais en tout cas, voilà, voyez les quelques liens de combinatoire que l'on peut faire, et de géométrie en fait, que l'on peut faire entre ce résultat-là qui est énoncé, résultat relativement populaire. Après, son utilité est assez moindre, mais en tout cas, c'est assez populaire. Et les interprétations qu'on peut en faire, ou en tout cas les résultats qui peuvent être en lien avec celui dont on va parler aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à raconter. Donc j'ai déjà dit que c'est un exercice de première année, blabla. Bon, bah, je pense qu'on est bon. Donc je vais vous inviter, comme d'habitude, à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est un exercice très sympathique qui va utiliser un principe hyper important de combinatoire, principe que nous avons déjà croisé dans d'autres exercices. Mais alors là, ça va apparaître de manière encore plus flagrante. Et d'autant plus que ça va être le cœur d'une théorie qui est en lien, ou en tout cas, d'une théorie qui est née en lien avec les résultats que j'ai cités. Donc celui-ci est le théorème de Klein-Zekeres. Donc, résolution. Alors, je vais me permettre de mettre un exemple en fil rouge, un exemple qui va être assez important pour la suite. Alors d'ailleurs, peut-être que je vais le reprendre, cet exemple que j'ai préparé, parce que si je fais un truc au hasard, ça va peut-être pas se passer comme je veux. Donc, je vais reprendre R égale S égale 3
comme exemple fil rouge, qui va nous permettre de suivre ce que je vais raconter. Et la suite que je vais prendre, ça va être donc la suivante, 10, 9, donc n égale 10, hein, qui est bien plus grand que 9, tout va bien. Donc 10, 8 d'ailleurs, 9, 1, 3, 2, 7, 6, 5, et je crois que j'ai loupé un truc, donc je vais peut-être l'ajouter 4. Peut-être que je vais mettre comme ça, 4, 5, voilà, hop, très bien. Donc je voulais juste reprendre la suite que je m'étais donnée pour un exemple. Un exemple qui me semble assez important pour le fil rouge et la résolution que je vais vous proposer. Alors l'idée va être d'utiliser, donc là je suis obligé de le dire parce que c'est vraiment le cœur de la preuve, d'utiliser le principe des tiroirs et des chaussettes, ou aussi appelé en anglais le pigeonhole principle. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ce principe vous dit que si vous avez plus de chaussettes que de tiroirs, eh bien vous allez vous retrouver en rangeant vos chaussettes dans ces tiroirs avec à un moment donné un tiroir qui va contenir au moins 2 chaussettes. Et on peut généraliser un peu plus l'énoncé si on sait un peu plus le lien entre le nombre de chaussettes et le nombre de tiroirs, un lien multiplicatif. Eh bien, on peut affirmer qu'il va y avoir au moins un tiroir qui va contenir la partie entière supérieure de la division du nombre de chaussettes par rapport au nombre de tiroirs. Donc par exemple, si j'ai justement 10 chaussettes que je vais ranger dans 3 tiroirs, eh bien je peux assurer, peu importe comment je vais ranger mes chaussettes, je peux assurer qu'il va exister un tiroir dans lequel il va y avoir au moins 4 chaussettes. Bien, donc on va chercher à appliquer ce principe dans notre cadre ici. Alors l'idée générale, hein, donc ça il faut vraiment voir ça comme A1, A2, hein, juste pour que ce soit bien clair, jusqu'à A10. Donc, je vais en fait regarder les suites croissantes que je peux avoir à partir d'un certain AI. Donc, l'idée générale, c'est de regarder les suites croissantes. Donc, les suites croissantes, plus l'idée d'utiliser aussi le principe des tiroirs et des chaussettes. Ça s'appelle vraiment comme ça, hein, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler avant, ce truc-là. Donc, maintenant que j'ai annoncé l'idée, pour i entier compris entre 1 et n, je vais noter ti comme étant la longueur de la suite la plus longue de la sous-suite. Donc de la sous-suite. Il faut écrire correctement quand même. Donc de la sous-suite la plus longue, donc la sous-suite croissante la plus longue, commençant par AI. N'hésitez pas à faire des pauses à tout moment dans la résolution si vous voulez essayer d'avancer un peu par vous-même avant que j'aille plus loin. Hein. Vraiment, c'est fait pour ça, le support vidéo. Aussi pour le fait que s'il y a un truc que vous n'avez pas compris dans ce que j'explique, n'oubliez pas non plus que vous pouvez faire demi-tour sur la vidéo. Bon, bref. Donc, TI, ça va être la longueur de la sous-suite croissante la plus grande que je peux faire, commençant par AI. Alors, permettez-moi donc de faire je suis en train de me dire du coup que mon exemple va pas très bien fonctionner comme je le voudrais. J'aurais peut-être dû mettre 4. Bon, on va voir. Je vais écrire les résultats, puis je pense que 4, j'aurais peut-être pas dû le mettre. J'aurais peut-être dû le mettre. Je réfléchis 2 secondes. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre comme ça. Je vais changer le rôle de 4 et 5, vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il y a un cas trivial, il y a un cas qui va être très trivial et du coup, je n'ai pas envie de me préoccuper de celui-là. Donc, je vais écrire en dessous de chacun des nombres, hein, donc là, c'est A1 jusqu'à A10, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vais écrire en dessous de chacun de ces nombres la valeur de TI. Donc là, pour 10, il n'y a pas de nombre qui est plus grand que 10 dans la suite, donc la suite la plus longue qu'on puisse faire, partant de 10, ça va être une suite de longueur 1. Pour 8, là, on peut faire 8, 9, mais on ne peut pas faire plus. Donc bon, là, c'est une suite de longueur 2. 9, on ne peut rien faire, suite de longueur 1.
1, alors là, on peut faire 2, 3 ou 2, peu importe. Et si je fais 2, par exemple, là, je peux choisir un élément là-dedans. Mais malheureusement, si je choisis un de ces éléments, les autres vont être plus petits. Donc la longueur de cette suite-là, ça va être 3. Et c'est là, je vais l'expliquer d'ici quelques instants, c'est là où on aurait pu peut-être très vite conclure si malheureusement j'avais inversé 4 et 5. Donc ici, 3, 3, on peut mettre, donc là 2, je n'ai pas le droit de le prendre, mais par contre on peut mettre 7, 6, 5, 4, peu importe lequel, ça fera une suite de longueur 2 et on ne peut pas faire un truc plus grand. Donc là on a 2, ici on a 1, et puis, pas 1, on a 2 aussi, pardon d'ailleurs. Et enfin, 7, là on va avoir 1, 1, 1, 1. Puisque malheureusement on ne peut pas grandir dans ce qui suit après chacune des valeurs qui se trouvent ici. Ok. Alors, donc en effet, le cas trivial, c'est de dire si TI est plus grand que R plus 1 pour un certain I, eh bien on a terminé l'exercice. Donc si il existe I dans un N tel que TI est plus grand que R plus 1, eh bien on vient de répondre à l'assertion 1. Donc si ce cas-là intervient, on a répondu à l'assertion 1. Alors, I serait vérifié. Et dans ce cas-là, on n'a plus rien à faire. Donc supposons, dorénavant, supposons que pour n'importe quel I dans un N, on a TI qui est plus petit ou égal à R. Et là, on va essayer d'utiliser le principe des tiroirs et des chaussettes. Et pour cela, il faut qu'on ait des tiroirs. On a nos chaussettes, a priori, qui ont l'air de se dessiner. Ça va être les indices I qui vont m'intéresser. Et les tiroirs, ça va être quoi? Ça va être les ensembles d'indices I tels que TI est égal à une des valeurs comprises entre 1 et R. Et donc, pour K compris entre 1 et R, posons P indice K comme étant l'ensemble des indices I dans un N tel que TI est égal à K. Donc ça veut dire que la plus grande suite, la plus grande sous-suite croissante commençant par AI est de taille K. C'est ça que je peux prendre. Je prends les indices I pour lesquels cette propriété est vraie. Alors, d'après l'hypothèse, les PK forment une partition de l'ensemble 1N. Oui, parce que comme le TI n'a pas le droit, n'a le droit que de vivre entre 1 et R, ça ne peut pas valoir 0, puisque notre suite, elle doit commencer par AI, donc il y a forcément au moins un terme. C'est obligé. À cause de cette condition, on est assuré en fait que cet ensemble-là, ces ensembles-là forment une partition. Et 2 à 2, bien sûr, l'intersection est vide, l'union fait tout le monde. Voilà, donc c'est ça que ça sous-entend de dire qu'on a une partition de 1N. Et donc on peut maintenant utiliser le principe des tiroirs des chaussettes. Donc, d'après le principe des tiroirs et des chaussettes, encore une fois aussi le principe des pigeons, ça marche aussi, c'est juste que c'est la version anglophone. Donc, d'après ce principe, il existe, je sais pas, est-ce que je l'appelle K? Je vais l'appeler M peut-être. Il existe M, compris entre 1 et R, tel que PM est de cardinal supérieur ou égal à S plus 1. Alors, réfléchissons un instant. En effet, si, et là je vais même prouver le principe des tiroirs et des chaussettes, si malheureusement chacun des PM était de cardinal inférieur ou égal à S, eh bien ça voudrait dire que la somme des cardinaux de chacun des PI, ça ferait R fois S. Donc je me retrouverai avec R fois S éléments. Or, l'union de tout le monde, c'est censé faire 1N. Et N est plus grand strict, et c'est là où on l'utilise. N est plus grand strict à R fois S. Donc ça veut dire que ma somme, elle devrait être plus grande que R fois S. Mais de l'autre côté, je suis en train de dire qu'elle est plus petite ou égale à R fois S.
contradiction. D'accord? Donc ça vient vraiment du fait que n est plus grand strictement à R fois S. Bon, bah maintenant qu'on en est là, j'affirme que les indices qui se trouvent dans PM vont nous donner exactement une suite qui va être décroissante. Donc, j'efface, et puis je vais expliquer sur l'exemple qu'est-ce qui va se passer. Hop, ah purée, j'arrive même pas à parler correctement, tout va bien. Ce qu'il va se passer, voilà, c'est mieux. Et donc, montrons que la sous-suite AI1 jusqu'à AI cardinal de PM, donc je sais pas, disons que le cardinal est égal à L, et strictement décroissante. Donc en posant PM comme étant I1 inférieur strict à I2, inférieur strict, etc. jusqu'à IL. Voilà. Alors voyons qu'est-ce qui se passe dans notre cas de figure. Donc ce qu'il se passe, c'est que là, vous avez en effet des valeurs qui valent soit 1, soit 2, soit 3. Donc en effet, on est bien dans le cas de figure où on a des valeurs qui sont comprises entre 1 et R. Et vous pouvez constater, donc la cardinalité de lui c'est 1, la cardinalité des valeurs qui valent 2, bah là j'en ai 3. Et si je regarde les valeurs qui valent 1, les TI qui valent 1, les I pour lesquels TI vaut 1, eh bien j'en ai 5. Okay, et donc, bah, avec ces 5-là, en effet, ça c'est le principe des tiroirs des chaussettes, on a bien cet ensemble-là qui apparaît. Et regardez de plus près, en effet, 10, 9, 7, 6, 5, 4, ça nous donne bien une suite décroissante. Alors maintenant, justifions-le. Eh bien, la justification est assez évidente. Si l'inégalité était dans l'autre sens, eh bien, j'aurais pas 1 ici. J'aurais la possibilité de prendre l'autre nombre. Donc, si disons que 10... si je dis par rapport 10 et 9, hein, si je regarde le rapport entre 10 et 9, eh bien si 9 était, entre guillemets, je mets des guillemets, était plus grand, donc si je remplace 9 par un nombre plus grand que 10, eh bien là je pourrais faire une suite un peu plus grande que ce que j'ai écrit pour ces valeurs 1 là, j'aurais écrit alors 2. Du coup ça veut dire que 10 n'apparaît pas dans PM, ce qui serait alors une contradiction. Donc voilà, donc c'est comme ça que je vais réussir à conclure. Donc si AI AIJ était plus grand que AIJ plus 1. Bon, je ne suis pas obligé de mettre égal parce que je sais que les valeurs réelles sont deux A2 distincts. Après, encore une fois, je pourrais changer les inégalités strictes en des inégalités larges, même dans l'énoncé de départ, et j'en arriverai à la même conclusion. Mais bref, donc si les AIJ, si AIJ était plus grand strict à AIJ plus 1, non, c'est dans l'autre sens d'ailleurs. Voilà. Donc si j'avais ça, alors, comme on peut construire une sous-suite de longueur M commençant par AIJ plus 1 strictement croissante, alors on pourrait avoir une suite, une sous-suite, commençant par AIJ, strictement croissante aussi, de longueur M plus 1. C'est une contradiction avec le fait que I indice J est un élément de PM. Donc ça veut dire que la suite est strictement décroissante. Et donc c'est gagné, on a trouvé une suite de longueur au moins S plus 1 qui est strictement décroissante. D'où la conclusion. Voilà, donc c'est un très joli exercice
qui fait appel à ce fameux principe des tiroirs et des chaussettes. Et qui fait appel pas de manière triviale, hein, je vous l'accorde, puisque bon, il y a quand même pas mal d'autres exercices dans lesquels le principe de tiroir et des chaussettes est un petit peu plus évident à voir, mais il y en a encore beaucoup d'autres dans lesquels le principe de tiroir et des chaussettes, c'est vraiment pas simple à voir. Je pense qu'on a déjà attaqué d'autres exercices qui faisaient appel à ce principe. Si je les retrouve, je les mettrai en lien en description. L'autre truc que je voulais mentionner et que je me suis gardé pour éviter de divulgacher la résolution de cet exercice, c'est le fait que en fait, ce type de résultat a permis la naissance de ce qu'on appelle la théorie de Ramsey. Et la théorie de Ramsey, eh bien, c'est une théorie qui permet de généraliser le principe des tiroirs et des chaussettes. Ça permet vraiment de généraliser dans un cadre où on pourrait jouer avec des ensembles aussi grands qu'on voudrait. Et l'idée, grosso modo, de la théorie, sans rentrer dans les détails, c'est en fait de voir que si on travaille avec des ensembles suffisamment grands, eh bien, il va y avoir un comportement générique qui va se produire dans cet ensemble. Et un comportement qui sera toujours vrai, une espèce de stabilité, de propriété qui va être satisfaite dans un ensemble beaucoup plus grand. Donc un énoncé de Ramsey pourrait être donné dans un cadre de graphe, par exemple. On a déjà croisé des graphes, je veux dire, dans d'autres vidéos. En effet, dans les graphes, on peut parler des arêtes, et le fait que dans un graphe suffisamment grand, eh bien, on va avoir une propriété de coloration. Si on décide de colorer les arêtes d'une certaine manière, eh bien on va avoir une propriété de coloration qui pourrait être satisfaite dans un graphe suffisamment grand, par exemple. Faire apparaître des cliques, donc des sous-graphes dans lesquels tous les sommets sont liés par des arêtes, dans lesquels en fait, toutes les arêtes sont de même couleur. Voilà, il y a plein de petites propriétés assez rigolotes autour de la théorie de Ramsey. Je me demande si je ne vais pas vous garder ça pour un numéro de complément. Ça commence à faire beaucoup d'idées de numéros de complément, je vous l'accorde, mais voilà, bon, ça va être des choses qui vont venir probablement dans les prochains mois et qui permettront un petit peu de nous faire languir en attendant le 300e numéro de l'Exode Call, car oui, on s'en rapproche dangereusement. Bref, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter sur cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt.